RCA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, une nouvelle émission d'Entreprendre avec aujourd'hui le domaine du coaching, l'univers du coaching avec Lucie Léger. On va faire connaissance avec elle dans quelques instants et nous allons parler humain. Et qu'est-ce qu'on aime parler de l'humain dans cette émission? Bienvenue, c'est Entreprendre sur RCA. Et Lucie Léger, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Souriante, pétillante. On a passé une demi-heure à commencer l'interview. On a presque fini l'interview avant de la commencer ici avec les caméras. Comment allez-vous? Très bien. Hyper bien en cette période de Covid. C'est vrai on parlait de cette période compliquée pour les entrepreneurs que vous soutenez, que vous accompagnez. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de présenter votre entreprise qui s'appelle pour annoncer l'entreprise, pour donner son nom. Ça s'appelle To Do It. To Do It. Ouais, exactement. On va en parler tout à l'heure parce que si elle a ce nom-là, justement, c'est pas pour rien. Mais revenons sur votre parcours, Lucie, s'il vous plaît. On va revenir après bac. Après bac. Allez, après bac. Après bac, j'ai fait donc pharmacie. Donc j'ai passé mon concours que j'ai eu. Et donc pendant 6 ans, donc pharmacie, donc un parcours très scientifique, très exigeant en fait, scientifique. Et donc bien précis. Et en fait, je me suis plutôt engagée après vers la voie du management. Et donc j'ai fait une spécialisation d'1 année à l'ESCP Europe à Paris. Donc faire du management et du marketing dans le milieu de la santé. Donc D'accord. après, je me suis orientée plutôt vers des laboratoires pharmaceutiques dans lesquels j'ai travaillé, donc à des postes de marketing, formation, très en lien avec les ventes, parce que c'est ça qui m'intéressait. Et donc voilà le parcours que j'ai fait post-bac, donc un peu original pour le commun des mortels. Original, effectivement, parce que vous avez une formation scientifique, donc on est sur un caractère et puis un état d'esprit plutôt cartésien, vous le dites vous-même. Hein. Ouais, complètement, complètement précis, rigoureux. Et à la fois, en fait, beaucoup de créativité. Et en fait, vous disiez d'où vient le nom. En fait, le tout de To Do It, c'est ça, en fait. Je crois que c'est une de mes particularités ou bizarreries, on va dire, originalité ou talent. C'est-à-dire la rigueur et la créativité. Et en fait, c'est ça qui me différenciait peut-être un peu de mes pairs qui sont très scientifiques. Et voilà, donc l'idée de se dire, on peut faire, en fait, des choses précises et en même temps très originales. En ayant un grain de folie, ça fait du bien. C'est ça. Exactement. Qui fait appel à la créativité aussi. Tout à fait, le grain de folie. Voilà donc pour le parcours et après dans l'industrie, donc plusieurs labos pharma à des postes différents et une envie de changer en fait et de rendre les choses plus concrètes. Il y avait beaucoup de politique, beaucoup de choses assez implicites. Oui, et le domaine de la santé aussi, qui est un domaine sérieux. On doit être sérieux et on traite d'un dossier sérieux. Et réglementaire. C'est-à-dire, en fait, le marketing dans la santé, c'est très réglementaire. Très, très réglementaire. Donc, on fait pas tout ce qu'on veut. Et donc, j'avais envie aussi de plus de créativité encore. Et donc, c'est pour ça que je me suis arrêtée dans les labos. Très bien, donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on comprend pourquoi vous vous arrêtez. Ouais, on sait pourquoi. Et j'arrête aussi parce qu'il y a beaucoup de théories et pour moi, ça manque de pragmatisme, de terrain. En fait, j'avais envie d'être plus au contact encore des problématiques des personnes, plutôt humaines en fait. Au-delà du médicament, c'était plutôt les personnes qui m'intéressaient, les accompagner. Et donc, j'avais envie de faire ça en fait. J'avais envie de rallier la théorie et la pratique, rendre les choses plus concrètes en fait. Et donc, du coup, je me suis installée il y a 4 ans maintenant, quasiment jour pour jour. Et donc, j'ai décidé de regarder ce que je savais bien faire et de créer ma société autour de mes compétences. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé ma société autour de, finalement, mon savoir-faire et de ce que j'avais développé pendant des années et mon réseau. L'humain aussi. Et l'humain. Et en fait, le réseau, c'est exactement ça. À travers tout mon parcours, j'ai toujours rencontré des personnes incroyables, des prestataires, c'était plutôt des partenaires d'ailleurs. Et donc, j'ai tissé des liens très proches avec des personnes qui, le jour où en fait, je me suis installée, j'ai dit, voilà, je suis installée maintenant. Et en fait, le travail est venu assez facilement, en fait, on va dire ça comme ça. J'imagine que vous retenez à chaque rencontre avec des partenaires quelque chose. Clairement. Vous puisez dans leur énergie, vous puisez également dans leur connaissance, dans leur savoir, et vous vous nourrissez. Exactement. C'est en tout cas l'image que vous donnez, vraiment. Et en fait, c'est exactement comme ça que je me suis installée. C'est-à-dire, j'ai fait un peu un mapping de tous les gens que j'avais rencontrés, que j'avais trouvé inspirants. Et je les ai tous contactés en disant, je m'installe, quel conseil tu me donnerais, voilà, quel pas de côté je pourrais faire, là où je pourrais aller. Et en fait, j'ai tissé autour de moi un réseau que j'ai sollicité juste pour pouvoir être inspirée à nouveau. Et en fait, tous ces gens-là m'ont tendu la main pour me
voilà, me donner des missions. Et c'est comme ça que ça s'est fait, justement par l'humain. C'est-à-dire, j'ai vraiment précisément là les gens en tête qui m'ont inspiré en fait, pour des raisons très différentes d'ailleurs, et sur des valeurs humaines très différentes. Et je pense qu'on s'enrichit en fait du contact des autres et du réseau qu'on tisse en fait naturellement et vraiment en toute humilité et simplement en fait. Je crois que c'est ça qui fait que j'ai eu autant d'aide en fait des personnes autour de moi. Des valeurs simples et tellement essentielles. Efficaces surtout. On va maintenant rentrer dans votre entreprise. Ouais. Vous allez nous la faire découvrir. To Do It, dans 4 ans, c'est ça 4 ans. 4 ouais. ans. 4 ans. Alors au démarrage en fait c'était plutôt de la gestion de projet, on parlait de séminaires un peu hors antenne en disant que c'était aussi compliqué là sur l'événementiel, mais moi j'ai commencé comme ça grâce à un partenaire, une vraie rencontre, quelqu'un qui a vraiment forgé mon parcours en fait. Je crois que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont influencé aussi mon parcours et donc des personnes qui m'ont tendu la main et donc j'ai fait beaucoup d'événementiels en fait, donc ça m'a permis on parlait des problèmes techniques etc, le lâcher prise, accepter en fait que les choses sont pas sous contrôle, donc là ça faisait vraiment écho à ce que j'avais pu vivre dans le scientifique, c'est-à-dire les choses, le savoir, le rationnel. Là, c'est tout sauf ça, c'est la créativité, c'est lâcher en fait, trouver des idées innovantes. L'imprévu aussi fait partie de ce monde de l'événementiel. Exactement. Et je crois que j'ai travaillé aussi ça, c'est-à-dire l'imprévu et lâcher prise sur l'instant en fait. Vivre l'instant présent et seulement celui qui est là en fait, en train de se passer. Donnez-nous quelques exemples justement d'événements, alors sans citer les marques pour lesquelles vous avez travaillé, Lucie, mais quelques événements que vous avez organisés, le concept même, l'importance des événements sur lesquels vous avez travaillé. Des événements nationaux notamment. Alors c'était des événements nationaux, alors à la fois des gros projets, c'est-à-dire faire des événements pour 250 personnes, et à la fois des plus petits projets. Et en fait c'est ça aujourd'hui que je fais beaucoup plus en fait, parce que je veux pouvoir rentrer en contact avec les personnes. Mais là sur ces événements-là, c'était des choses, par exemple on parlait des objections, réceptionner une objection et puis en fait la prendre comme un cadeau et pouvoir dépasser. J'avais inventé un concept de bar à objection. J'aimais bien l'idée du bar A, c'est-à-dire un peu comme là on est debout, on discute, on doit être très percutant, très court, très précis, très concis aussi, et donc de bouger et de prendre des objections à chaque fois qu'on va à un bar quelque part. Donc j'aime bien cette idée en fait de prendre des objections et en fait à force de les prendre on arrive à rebondir. Donc ça c'est un des événements que j'avais fait pour 250 personnes. La logistique elle est sympa, hein. C'est pas mal. C'est-à-dire en fait il faut imaginer que tout le monde bouge à un moment T, il y a des rotations, il y a différents univers, donc ça demande une intelligence aussi organisationnelle et précise en fait. Je crois que c'est ça qui est intéressant, et à la fois la créativité et comment on met du fun aussi là-dedans pour que ça soit aussi un événement qui soit à la fois efficace et à la fois qui porte et dont on se souvient. On l'a fait plusieurs fois avec le partenaire avec lequel je travaille et ça a été vraiment un succès à chaque fois, une grande émulation en fait. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple, j'aime bien le côté battle aussi moi, c'est-à-dire dans les arguments, se dire tiens si je te donne cet argument, comment tu réagis, comment tu fais avec les questions aussi. Ça c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, sur lequel je travaille en ce moment avec 2 partenaires et on est en train de, j'allais dire accoucher, on est en train de produire une formation sur le questionnement. Parce qu'en fait, on a un questionnement qui est assez pauvre et très centré sur nous-mêmes finalement. Et donc, je trouve que le questionnement, c'est vraiment une clé de réussite pour toute personne qui a envie de rencontrer l'autre et vraiment humainement de le faire grandir dans la relation et de pouvoir, en tant que manager, le questionnement, en tant que dirigeant, le questionnement. On ouvre des portes. On ouvre des portes. On ouvre des portes. Clairement. Et ça nécessite d'être sincèrement à l'écoute aussi. Et donc, écouter et questionner, c'est quelque chose qui va ensemble. Et donc, le battle, par exemple, la battle de questionnement, c'est très intéressant. J'en parlais encore hier sur une formation que je suis en train de construire pour le ministère des Finances, donc Bercy. On fait une formation sur le questionnement justement la semaine prochaine avec ce partenaire. Et en fait, on disait, quand on pose une question, l'autre peut répondre par une question. Et finalement, en fait, si vous faites ce jeu pendant 10 minutes, en fait, la discussion, elle avance. C'est ça qui est incroyable. Alors que vous ne répondez que par des questions. Et rien que par cette prise de conscience, on se rend compte qu'en fait, on peut se poser que des questions, en fait. Et finalement, la discussion, elle avance. Donc, ce sujet, par exemple, est passionnant. Et même, là, j'ai l'impression que vous détachez la question de sa propre personne, quelque part. Oui. En s'oubliant un peu, on devient peut-être plus à l'écoute. Exactement. En fait, la question que je pose, et c'est ce soir, j'enregistre une vidéo pour un autre organisme, du coup, et je dis, en fait, pour qui est la question ? Est-ce que quand vous posez la question, elle est pour vous-même, ou est-ce qu'elle est vraiment pour l'autre ? Ou est-ce qu'elle est un peu au milieu, en fait ? À quoi sert la question et pour qui elle sert ? Les bases mêmes d'un commercial, hein. La Clairement. découverte du client, c'est tout. Là, Oui. On découvre le client, à qui Sauf on s'adresse. Quand on parle de vendeurs, et donc j'accompagne aussi des commerciaux, en fait, on leur demande de travailler, on va dire, 90% du temps, les arguments commerciaux. Et en fait, on travaille très peu le questionnement.
Or, en fait, aujourd'hui, on en parlait en off, en fait, le Et pouvoir... on s'est dit des choses en off. On Vous s'est avez dit vu un des peu, choses on en a off. fait toute l'interview avant. Ah bah, fallait être là. En fait, le savoir, c'est plus le pouvoir, en fait. Si vous cantonnez à poser des questions pour la recherche d'informations, en fait, c'est loupé. C'est plus ce monde-là dans lequel on vit, en fait. Le savoir, il est accessible partout. Et donc, mon métier aussi de santé me fait dire ça. C'est-à-dire, en fait, les patients sont des sachants maintenant. En tout cas, ils ont l'impression de l'être. Et donc, il faut faire aussi avec ça. Donc, en fait, le sujet, c'est plus le savoir, puisqu'il est accessible partout pour tous. Le sujet, c'est l'humain, en fait. Qu'est-ce qui est en train de se passer là précisément et qu'est-ce qu'on y met en fait et quelle est mon intention, quelle est la chose que j'ai envie qu'il se passe sincèrement en fait. Et puis après il y a le sujet de la confiance, c'est-à-dire quel est le niveau de confiance, quel est votre niveau de confiance en moi, est-ce que c'est le bon moment pour cette question, à quel niveau d'écoute je suis, comment je pourrais reformuler, comment je construis ma question en fait, quel adverbe je mets, quel temps je mets. C'est exactement ça. Voilà. Pour en parler des heures. Non mais c'est vrai, on est dans le mot, on est dans la précision. Bien sûr. Et on revient à la physique, à la mathématique, directement aux maths, où là on est précis. On doit être précis dans nos questions. On doit être précis également dans le management d'une conversation, et tel qu'on le fait en ce moment. Revenons sur l'entreprise, Oui. s'il vous plaît. Revenons sur l'entreprise que vous avez montée, créée, que vous avez vue et que vous voyez aussi évoluer. Donc au départ, gestion d'événements, je recadre un peu le débat, mais on revient à cette gestion d'événementiel chargé de projet. Exactement. Qu'est-ce qui va vous faire évoluer après dans le coaching, et même plus, parce que là on parle même plus de coaching, on parle carrément d'enseignement, là vous enseignez quelque chose. Alors du coup, effectivement, il y a des frontières entre l'enseignement et la formation, donc je fais toujours un peu d'enseignement pour des étudiants que je salue d'ailleurs, que j'aime accompagner chaque année, des étudiants qui n'ont pas fait un parcours de grande école, parce que moi j'ai fait le SCP Europe après Pharma, donc c'est une grande école qui est en master spécialisé, mais il existe aussi des masters très intéressants comme à Nantes, par exemple à l'IAE de Nantes, et ils font des masters de management, et donc du coup je donne toujours des cours, donc là c'est vraiment de l'enseignement et c'est descendant. Je pense que ça décoiffe un peu parce que je m'enrichis aussi du coaching et de la formation, donc c'est pas du format descendant. Donc l'enseignement, c'est plutôt que je donne mon savoir ou ma vision des choses. Et donc là, j'essaye d'inspirer les jeunes sur le monde de l'entreprise qu'ils vont connaître, qui est quand même très artificiel pour eux, puisque du coup, c'est à la veille d'y aller. Faites-le nous partager, s'il vous plaît. J'adore votre vision d'entreprise. Vraiment, allez-y, parce que on a le temps. Donc on a le temps. En fait, ce que je leur explique à mes étudiants, c'est que en fait, le monde surtout de l'entreprise, en fait. Il est assez hostile en fait. C'est-à-dire qu'il y a des codes, il y a de la politique. On n'a jamais eu autant de générations différentes dans les entreprises qu'aujourd'hui. Et donc, le conflit générationnel, j'entendais encore ce matin à la radio des choses sur ça. En fait, il est là, en fait. Il est bien présent. Et j'entends souvent des managers me dire ouais, mais les jeunes, en fait, non, mais c'est n'importe quoi, ils veulent pas bosser. Et alors ça, je milite, en fait. Non, c'est pas vrai, en fait. Et il y a des gens de 55 ans qui n'ont pas envie de bosser non plus, en fait. Et donc, le sujet, il est plutôt autour des valeurs et, en fait, de la vision des choses, en fait. Chaque génération a une vision différente, elle vit avec ce qu'elle a. Et donc, j'essaye de les préparer au mieux sur ce qu'ils vont rencontrer, en fait, ce qui est génial et ce qui l'est un peu moins, en fait. Et donc, d'être prêt aussi aux obstacles. Et en fait, je leur donne tout, en fait. Je leur dis vraiment ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Et à la fois, en fait, ça permet aussi il n'y a pas de langue de bois, quoi. Et je pense que c'est ça qu'ils apprécient aussi. C'est le monde qu'ils vont vivre. il y a aussi une réelle volonté d'affirmer les valeurs du travail. Clairement. En fait, on n'a rien sans rien. Moi, j'ai été biberonnée comme ça. Mon père était chef d'entreprise, mon grand-père était chef d'entreprise aussi. En fait, le travail, c'est une valeur essentielle pour moi. Et je crois qu'en fait, avec le monde qu'on est en train de vivre et les bouleversements qui se présentent là, en fait, c'est très important. Vous parliez de plaisir aussi. En fait, qu'est-ce qui fait sens pour vous tous les jours, en fait? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et la génération qui est là, elle réfléchit comme ça. Et c'est ça aussi qui dérange. C'est-à-dire, en fait, le travail, oui, mais avec du sens, en fait, pour me faire avancer. Exactement. Quelle est la pierre à l'édifice que j'ai envie de mettre dans la société? Et m'impliquer pour ma boîte aussi. J'ai envie de m'appliquer pour ma boîte. Oui, c'est ça aussi. Bien sûr. J'ai envie de donner, mais il y a des limites, et elles sont très claires, et il y en a. Alors qu'il y a des générations où il n'y a pas eu vraiment de limites, en fait. Là, elles sont précises. Il y a aussi les générations, les papas qui sont plus à la maison, qui veulent aussi s'occuper de leurs enfants. Donc, il y a un bouleversement aussi des équilibres. J'en parlais avec un ami qui est dans le bâtiment. Lui, à 18h, il s'en va pour s'occuper de ses enfants. Au début, c'était pas hyper bien perçu, quoi. Donc, voilà, c'est aussi intéressant. Il se passe des choses, en fait. On est en train de bousculer et tout le monde peut vivre ensemble aussi. Et ça marche parce qu'on s'écoute et parce qu'il y a de l'humain, en fait. Et alors des valeurs importantes. Ça, Lucie, permettez-moi, elle met le dossier, on peut y rester 5 heures. Ouais, c'est ça. Sur le vivre ensemble. On va pas le traiter aujourd'hui. Non. Et donc je reprends celui-ci. la question initiale, donc l'enseignement, et en fait ce qui m'a fait venir en fait à mon métier de maintenant, qui est en fait le coaching et la formation, c'est cette volonté de transmettre en fait, qui m'a fait quitter l'industrie.
Et donc, j'ai fait une certification pour devenir formateur à la Chambre de commerce donc, de Nantes. Excellente Chambre de commerce, c'est de l'industrie. Excellente formation qui m'a donné les bases. Et comme j'avais un peu aussi touché à ce métier-là, en fait, dans l'industrie, j'ai rapidement fait les liens et les ponts. Et puis, j'ai décidé donc de passer une certification pour devenir coach professionnel. Et donc là, on disait, il y a tout dans les coachs. Oui. J'ai vu votre sourire arriver. Ouais, c'est ça. Vous voyez mon sourire arriver. Il y a à boire et à manger dans les coachs, c'est certain. Tout le monde aujourd'hui peut se revendiquer coach. Et donc là, pour moi, c'est hyper important qu'on prenne quelques secondes pour dire en fait ce en quoi je crois. Moi, j'ai fait une école qui s'appelle le Centre international du coach. Et donc, en fait, en face des écoles de coaching, il y a des niveaux RNCP. Et donc, en fait, c'est des niveaux de certification, en fait, certification de l'État. Le plus haut niveau, c'est le niveau 7. C'est celui que j'ai fait dans cette école. Et pourquoi c'est important? Et ça, c'est intéressant aussi pour les chefs d'entreprise ou les personnes qui font appel à des coachs dans les sociétés, dont j'en fais partie. En fait, comment on sait, en fait, quel est le bon coach et comment on doit le choisir? C'est une question que j'ai souvent, en fait. Déjà, en prenant ce critère-là, en fait, ça, c'est un gage de qualité, d'exigence, d'exemplarité, de valeur forte. J'ai eu une formation pendant 1 an très exigeante en termes de posture et de comportement. Et tout le monde ne sort pas à la fin, en fait, avec la certification. C'est-à-dire, le coach ne donne pas son avis. Un coach ne donne pas de conseils, en fait. Un coach ne pose que des questions. Quand il est dans l'affirmative, alors c'est au service de la prise de conscience, c'est-à-dire mettre en place des paradoxes. Par exemple, si vous dites quelque chose et vous avez dit l'inverse 2 minutes avant, là, vous m'avez dit ça et là, vous me dites ça, qu'est-ce que vous en comprenez? Ou qu'est-ce qui vient s'éclairer chez vous? Et donc, là, ça se rejoint pour moi le questionnement qui est fondamental et le coaching. En coaching, et c'est très important, si quelqu'un vous donne son avis ou vous donne des conseils, alors il est consultant. S'il vous donne des outils, il est formateur. S'il ne fait que parler, alors il est enseignant. Mais un coach, c'est très important de le prendre comme ça, avec des valeurs d'intégrité, d'exemplarité et surtout de sécurité aussi. On parlait tout à l'heure en off, désolé, mais en fait, mon métier de pharmacien me fait bien comprendre la différence aussi quand on est dans le côté psychologique et quand on est dans le coaching. Quand je sens, et ça m'est déjà arrivé sur des accompagnements individuels, quand je sens en fait qu'on est trop dans le passé, qu'il y a des choses qui reviennent encore et encore, en fait, ça m'est arrivé à 3 reprises de dire... En fait, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est plutôt dans le passé. Et le passé, c'est plutôt le psychologue, en fait. Le coaching, c'est vraiment le présent et le futur, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour changer, en fait? Qu'est-ce que tu fais pour changer? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Donc moi, je parle plan d'action, objectif, indicateur de réussite. Le timing est hyper cadré. Et en fait, ce qui est très important, c'est l'envie. Moi, c'est pareil. En fait, il y avait vraiment un espace pour se co-choisir, en fait, au début. Donc moi, ma première séance... Ça doit être sympathique, ce moment où on décide de travailler ensemble. Exactement. Et on n'est pas fait pour travailler tous ensemble. C'est vachement important de se le dire. Mais vous décomplexez beaucoup de monde quand vous dites ça. Mais oui, mais c'est vrai. C'est normal. Mais c'est bon de le dire et c'est bon de l'entendre aussi. En tout cas, moi, c'est ma pas philosophie. grave si on peut pas effectivement s'entendre. Non, et en fait, on n'est pas tous faits. Moi, j'ai une couleur. Après, on peut rentrer dans une typologie de personnes et de comportements, mais je suis beaucoup dans l'action, dans le demain, dans le challenge. Donc moi, je viens bousculer un peu. Donc je viens aussi mettre en exergue les paradoxes, les choses qui peuvent freiner. Et il y a des personnes qui sont pas prêtes à ça. Et c'est ok, en fait. Chacun doit y trouver aussi son. Voilà, il y a des coachs, et j'en connais, qui sont très dans la douceur, dans l'harmonie, l'accompagnement, le progressif, et c'est très bien en fait. Et donc moi j'oriente, j'ai des personnes avec lesquelles je travaille, j'ai 3 gros réseaux en fait. Donc je travaille, ma société je suis toute seule, mais j'ai 3 gros réseaux sur lesquels je m'appuie pour pouvoir travailler. J'aime cette agilité, c'est-à-dire on prend un projet et on se dit qui est la meilleure personne pour travailler sur ce projet. C'est ce que j'ai encore fait il y a 10 jours, on a cartonné, on a passé très peu de temps à construire un projet, mais on a mis les bonnes personnes et en gros ça fait de la magie, c'est ça l'idée. Et donc quand je sens que la personne c'est pas bon, enfin je le sens pas, voilà, je dis je connais d'autres personnes en fait qui pourraient peut-être vous correspondre plus. Appelez-les en fait. Les premières séances, c'est des séances de rencontres en fait. Est-ce qu'on est fait pour passer ensemble 7 séances? Moi, c'est des formats très courts, 5 à 7 séances de coaching, et ça s'arrête. Oui, parce que après il y a une dépendance en fait. Le sujet, c'est que la personne elle prenne conscience, elle se mette en mouvement et elle soit autonome en fait. Il y a de l'échec? En fait, c'est quoi un échec? Alors moi, si vous me posez la question, je vais vous dire sincèrement, Lucie. L'échec, c'est de ne pas arriver à l'objectif, en fait, pour moi. Ouais. On s'est fixé un objectif et on en parlait tout à l'heure en off encore. On est désolé, mais c'est vrai que l'objectif, il est là pour être atteint. C'est-à-dire que si on l'a pas atteint,
potentiellement, on a été peut-être un petit peu trop gourmand. On s'est pas auto-analysé. On n'était pas sûr de ses forces et de pouvoir y arriver. Alors pour vous, c'est quoi? Alors, en fait, ça, par exemple, vous voyez, en coaching, c'est-à-dire on vient mettre son propre jugement sur l'idée qu'on a d'un objectif. Et donc, pour moi, là, il y a une frontière et une limite et ça s'arrête. C'est-à-dire, en fait, chacun a sa vision de l'objectif et c'est très bien comme ça. Et donc, en fait, la question, c'est plutôt quel est votre rapport à l'échec, en fait? Quel est votre rapport à l'objectif non atteint? Pas ça, et donc là, voilà, j'aimerais en fait vous confronter par rapport à ça. Évidemment. C'est-à-dire, je bien n'aime sûr. pas ça. Ben voilà. Et donc, en fait, c'est ce que ça dit de vous, en fait, quand vous dites ça. Et donc, moi, mon sujet, c'est pas ça. La personne, elle met son objectif, elle met ses propres indicateurs. Je suis là pour venir mettre et souligner parfois certains paradoxes, ou peut-être l'envie, ou peut-être la non-envie. Mais en fait, pour moi, c'est forcément atteint l'objectif. Maintenant, 5 à 7 séances, ça détermine 5 quand l'objectif il est atteint. En fait, on s'arrête, on va pas se papouiller pendant 2 séances supplémentaires. Ok. Et c'est puis, clair et objectif, tout ça. C'est ça, c'est bon. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Et cette séance, ça veut dire on peut aller peaufiner. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, parce que c'est aussi une particularité au-delà du questionnement, c'est l'intelligence émotionnelle. Et donc, je suis certifiée à un outil qui s'appelle Emotilt, qui est un jeu d'intelligence émotionnelle, un jeu extraordinaire, qui permet en fait de manipuler ses émotions, de jouer avec ses émotions. Et qu'est-ce qu'on a besoin de mettre les émotions dans les entreprises parce qu'elles sont là en fait. Et qu'on le veuille ou non, moi j'ai entendu ça. J'ai été biberonnée à les émotions, t'es gentil, tu les mets à la porte, tu les laisses. Puis quand tu fermes la porte de l'entreprise, elles sont plus là. En fait, plus on met une soupape sur une émotion, plus elle explose en fait, plus elle prend de l'ampleur. Donc l'intelligence émotionnelle, j'aime bien faire ça aussi en coaching, c'est-à-dire quand je sens qu'on peut aller chercher la peur ou la colère sur des situations qui sont récurrentes, j'aime bien faire une séance un peu bonus, relation entre l'objectif qui s'était fixé et les émotions que j'ai pu sentir et faire vraiment un focus sur c'est quoi cette émotion, qu'est-ce qu'elle dit de toi, quel est le besoin derrière qui se cache, qui est abîmé ou pas, et donc d'aller chercher en fait le et bousculer encore. Bousculer encore. En fait, quand on vous prend en coaching, faut s'attendre effectivement à des moments sympas et moins sympas. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de traiter comme ça, de traiter l'humain en fait? D'être au contact de l'humain, de pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière, un sourire ou une personne un peu sombre. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller creuser dans l'humain? C'est une belle question. Je crois que j'ai ça en moi depuis très longtemps. Petite, j'ai des souvenirs. Je regardais pas les dessins animés, je jouais pas vraiment dans vous savez, les soirées où on était accueillis, on allait dîner. En fait, moi, j'aimais bien rester avec les adultes, en fait. Et c'est marrant ce que vous dites. Ma mère m'a offert l'année dernière un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle, les Nunchi, donc en Corée. Et en fait, ça décrit, c'est une révélation pour moi, ça décrit en fait cette intelligence. Quand vous rentrez dans une pièce, vous comprenez en fait ce qui se passe de façon implicite, en fait, vous voyez. Et en fait, je crois que j'ai cette capacité à me dire, en fait, voilà ce qui est en train de se passer là. Concrètement, les énergies, qui est avec qui, le pouvoir politique, et de se dire, en fait, sentir qu'il y a une personne qui est plutôt en souffrance et de pouvoir lui donner, en fait, l'aider à trouver ses propres clés, en fait. C'est un cadeau. J'ai l'impression de donner un cadeau, en fait, à la personne, de lui dire, en fait, ta prise de conscience, elle va te servir toute ta vie, et le retour que j'ai en formation et en coaching, c'est du bonheur. Je suis émue. Encore la semaine dernière, j'ai clôturé une formation avec des pharmaciens et des médecins. J'étais émue, en fait, cueillie. J'ai été bousculée par ton accompagnement, ça m'a ouvert un nouveau champ. Pour moi, c'est un monde qui était inconnu. L'acceptation aussi, j'ai le droit de penser ce que tu dis. Tu viens offrir une autre vision des choses et tu sembles heureuse, donc j'ai aussi peut-être le droit d'y aller aussi. La permission, je crois que ça donne aussi la permission. Alors la question, qu'est-ce qui me donne envie? Je crois que j'ai toujours eu ça en fait en moi et j'ai la chance de pouvoir avoir eu des parents qui m'ont suivi aussi et de pouvoir aujourd'hui, et on parlait des mots MAUX et des mots MOTS, et de se dire, en fait, mes parcours, ça commence à prendre vraiment forme, en fait. Le fait d'avoir travaillé dans l'industrie, je suis capable d'accompagner des managers, des dirigeants. Le fait d'avoir aussi passé... des gens avec un cursus également scolaire qui est assez... avec de beaux bagages, comme on dit. Voilà, une expérience. Et à la fois, j'aime bien les deux. C'est-à-dire, j'accompagnais des jeunes qui sortaient de Sciences Po, là, récemment. Et à la fois, j'adore parler aussi à des techniciens, des magasiniers. Parce qu'en fait, il y a un côté pragmatisme. Vous voyez, mon grand-père était menuisier, en fait. Donc, le travail du bois, le travail des gens. Et donc, j'ai ça en moi, en fait. Je crois, tout le monde, en fait, mérite, peu importe le bagage, en fait. Pour moi, c'est un peu artificiel, tout ça, parce que j'ai l'impression que je suis plus grande aujourd'hui en étant coach que quand j'étais pharmacien, en fait. Et c'est marrant, du coup, il y a comme des idées reçues et du jugement peut-être positif, mais qui s'invite aussi. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est tout le monde, en fait. Peu importe le bagage, peu importe l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est la personne, en fait, et le pas qu'elle peut faire, en fait. Et comment je peux l'aider pour qu'elle fasse ce pas.
C'est dingue parce que ça correspond exactement, Lucie, permettez-moi, mais ça correspond à votre premier métier. Vous donnez pas la guérison, vous donnez le médicament pour aller mieux. Ouais. Et ça continue comme ça. Ouais, je reviens sur votre famille parce qu'on peut pas. Et ça fait partie évidemment de notre personne. Comment ça va nous construire. Ouais. Votre grand-père était, c'est ça, donc Menuisier, entrepreneur, menuisier. Exactement. Votre papa aussi. C'est-à-dire que vous voyez ces hommes, et je pense que ces hommes sont importants dans votre parcours. Ah, clairement, déterminant. Et c'est marrant parce que du coup, on a enterré mon grand-père il n'y a pas très très longtemps et c'était un symbole aussi, ça. Moi, je le porte en fait, comme un héritage, vous voyez. Et vous le dites, c'était 2 hommes. Alors ça, c'est un sujet aussi, hein, parce que du coup, je suis pas un homme, preuve du contraire. Et donc, il y a aussi ça qui s'invite. Et on peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler du fait que je suis une femme, en fait. Et donc, il y a aussi une complexité par rapport à ces hommes qui sont une figure aussi, mais ils avaient des femmes derrière eux qui faisaient à peu près tout, c'est-à-dire le reste, c'est-à-dire... en fait, la majorité du quotidien dans la maison. Et donc, en fait, c'est beaucoup de valeurs et à la fois, c'est un paradoxe aussi pour moi parce que du coup, je ne suis pas un homme et j'ai pas les mêmes. C'est pas que j'ai pas les mêmes droits, je m'autorise pas forcément les mêmes choses. Les mêmes codes, peut-être. Ouais, et donc du coup, à la fois, c'est hyper inspirant et à la fois, mon chemin, c'est aussi de m'en libérer parce que du coup, je ne peux pas me comparer en fait. Les choses ne sont pas permises de la même façon. Vous avez vu où on va ? Vous avez vu où on va quand même ? Clairement. Non, mais on est en train de faire effectivement l'analyse de notre devenir. C'est ça qui est hallucinant en fait. Aujourd'hui, on doit se débarrasser d'un héritage familial. C'est compliqué quand même. Alors qu'on soit homme ou femme, hein, on reçoit ici des invités, hommes ou femmes, avec un passé paternel lourd, Ouais. dans le sens où il y a cette transmission avec un père, un grand-père qui était l'homme, le bonhomme, on l'appelait comme ça. Ouais. C'est vrai que si on doit aujourd'hui avancer, il faut qu'on se détache un peu de tout ça. Alors, se détacher, non, je crois Non, jamais. On mais se le débarrasse dépasser, pas de tout ça pour non. avancer nous-mêmes. Non, je crois pas. En fait, je pense régulièrement à ces figures qui m'ont tendu la main. C'est d'ailleurs tous des hommes, hein, clairement. Ceux qui m'ont aidé dans mon parcours ces 4 dernières années et même ceux d'avant, parce que j'ai eu un manager incroyable au démarrage. Et donc, en fait, non, je crois pas. En fait, c'est de se dire, je me nourris et puis je dépasse, en fait. Et je me dis, ok, voilà ce que je prends, Peut-être voilà dépasser. ce que je prends pas. C'est le mot que j'aurais dû utiliser, dépasser. Ouais, dépasser. Parce qu'en fait, on peut pas s'en débarrasser. D'ailleurs, si on s'en débarrasse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Or, en fait, ils m'ont donné ce qu'ils avaient à me donner Ils au vous ont moment formé. T. Voilà, ils Et en vous ont fait, aidé. Et tout le monde fait comme il peut, en fait. Il y a aussi 5 principes qui me tiennent à cœur. C'est les 5 accords Toltec. Et à chaque formation, je commence comme ça. Et il y a un principe, c'est faites toujours de votre mieux. Et surtout, foutez-vous la paix, en fait. C'est-à-dire, c'est déjà pas mal. C'est tellement essentiel. Mais oui, parce qu'en fait, on fait déjà tous des choses incroyables, en fait. Et donc, du coup, on est très exigeants et on n'est pas très sympa avec nous-mêmes, vous voyez. Donc, en fait, ils ont fait comme ils ont pu, avec ce qu'ils avaient, avec leur histoire, leur environnement, leur propre héritage. Et en fait, c'est plutôt à moi de dire, qu'est-ce que je prends pas, et quel chemin j'ai envie de faire, en fait. Mais ils sont là, en fait, ils font partie de mon ADN. Je suis une seule personne avec mon passé, en fait, et mon histoire, et je construis avec, en fait. Mais si on est contre, alors du coup, il y a quelque chose qui est pas très sain, en fait. Donc c'est On avec. s'en sert. Ouais, On bien s'en sûr sert. qu'on s'en sert. Voilà. Ouais. Et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux, oui, c'est un super héritage en fait de vie qu'ils m'ont donné et à travers l'entreprise, mais à travers aussi tout le reste, c'est-à-dire un père dirigeant que je voyais très peu, qui était pas non plus beaucoup à la maison, et en fait c'est un duo, c'est-à-dire que ma mère elle faisait tout le reste aussi, et donc c'est aussi valoriser les choses en fait. Être chef d'entreprise, c'est pas être tout seul, hein. C'est d'avoir quelqu'un qui fait le reste en fait, et le reste c'est incroyable en fait. Et donc c'est de trouver aussi cet équilibre et cette danse entre les deux, quoi. Et en étant une femme, c'est un peu plus compliqué, encore. Ouais. J'attendais le encore parce qu'il était important. Ouais. C'est-à-dire que le chemin est en cours, mais il y a encore du boulot, quoi. Ouais, et ça passe par plein de choses, un état d'esprit différent, et voilà, il y a des chouettes mecs, quoi. Enfin, là vraiment. Heureusement. Mais carrément. Heureusement. Ouais, c'est ça. Le retour de votre papa sur votre travail, sur votre famille également, comment il vous voit évoluer ? Ouais. Après, c'est une génération aussi qui parle peu. Et donc qui valorise peu aussi. Vous voyez, alors, ça fait partie d'une culture aussi, ça. Un jour, un invité me dit mon père parlait peu. Moi, je lui ai dit, il choisissait peut-être ses mots. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Ouais. C'est qu'on ne dit pas tout et n'importe quoi.
on va dire peut-être 1 ou 2, 3 mots, mais pas plus, mais on a tout dit. Après, je pense que ça fait partie d'une génération et je suis pas hyper d'accord avec ça. C'est-à-dire, en fait, et vous voyez, ce soir, c'est le sujet aussi de l'accompagnement que je fais sur le feedback, en fait. Alors, on en parle beaucoup. Moi, j'ai vécu dans des industries la culture du feedback en mode un peu hypocrite. C'est-à-dire, alors, c'était très bien ta présentation, mais... Et là, on se prenait, vous voyez, donc je l'ai vécu. Donc, c'est pas ça, le feedback. Le feedback, c'est de se dire, il y a des études qui montrent, et j'aime bien, du coup, étayer en fait mes apports avec des études solides. Et elles ne sont pas d'ailleurs toujours scientifiquement. Donc c'est aussi intéressant parce que je challenge mes propres partenaires en disant attends, ton étude, elle veut dire ce qu'elle veut dire, mais ne parle pas de science, que c'est pas ça le sujet. Donc en fait, c'est la culture du feedback, c'est de se dire le jour où j'avais quelque chose à dire à quelqu'un où vous voulez lui donner une piste d'amélioration, il faut d'abord lui expliquer en fait ce qui avait bien marché. Et en fait, les ratios montrent que les équipes très à performance, elles reçoivent 5 feedbacks de valorisation pour un feedback d'amélioration. Et on n'y est pas du tout. Et les managers que j'accompagne, non seulement ils savent pas faire les feedbacks d'amélioration, mais ils savent pas faire du tout les feedbacks de valorisation. Autrement dit, le jour où vous voulez donner une piste d'amélioration à quelqu'un, en fait, il faut avoir bien appuyé les forces qu'il avait, en fait. En France, on est toujours en train de se dire, j'ai eu un débat avec quelqu'un de Sciences Po l'autre jour qui me disait, faut travailler ses points faibles. Et ben en fait, pour moi, c'est une hérésie totale. Faut travailler ses points forts, en fait, pour que les points forts deviennent des super pouvoirs. Parce que, en fait, c'est peine perdue. Moi, nombre de fois où on m'a dit t'es trop proche des ventes, ça se voit trop ce qu'on pense sur ta tête, faudrait que tu développes ton non-verbal, il soit moins fort. Ah ouais. Et surtout, on n'explique pas comment. C'est-à-dire, c'est bien gentil ça, mais c'est quoi le chemin? C'est comme, faudrait que tu lâches prise. D'ailleurs, le il faudrait, c'est un combat ça. Il faut, c'est que des injonctions, vous voyez, avec le doigt levé en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, en fait, et qu'est-ce qu'on en fait en fait? Il faut lâcher prise. Génial. Et donc, c'est quoi le programme en fait? Où est-ce qu'on appuie pour faire ça? Et donc, voilà, j'aime pas ces injonctions et je me dis que le feedback, c'est aussi de dire ce qui va bien et de dire ce qui va moins bien. Et pour en revenir à ce gars de Sciences Po qui m'a challengé, je lui dis quand tu commences au tennis, les champions en fait qui ont des coups droits extraordinaires, on leur fait bosser un peu le revers, mais on leur fait surtout bosser leur coup droit en fait. Parce que du coup, on veut qu'ils puissent répondre en revers, mais on veut que le coup droit devienne un atout extraordinaire pour pouvoir battre les adversaires. Et on n'essaye pas d'avoir un coup droit bof et un revers bof en fait. C'est pas ça qu'on cherche à faire. Quand on veut être très bon, il faut être très bon sur ce qu'on sait bien faire en fait. Voilà. Il ne faut pas vous mordre. Comment ? Il ne faut pas vous mordre. Il faut pas me mordre ? Mais non, parce que sinon ça attaque. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez les réponses pour justement clouer le bec à certains et certaines ? Lucie, avez-vous envie un jour d'écrire un bouquin ? Ouais, j'adorerais. Ouais. C'est marrant. Ça se voit ça. en fait, ça se sent vraiment. Votre passion ça. du partage de l'humain et puis aussi votre connaissance qui est réelle, qui est aujourd'hui valorisée effectivement et peut-être coucher effectivement sur du papier, votre expérience. Ouais, j'adorerais ça. En plus, les mots et dans le questionnement, c'est ça qui m'intéresse, c'est le choix des mots. La langue française, elle est magnifique. Ça fait sourire mon entourage. Moi, quand il y a des mises à jour à l'Académie française, vous savez, de la langue française, moi, je me paluche le rapport de 80 pages parce que j'aime ça, en fait. Et je milite, d'ailleurs. Je me dis, pourquoi, du coup, on a enlevé le chapeau sur tel mot. Et donc, les mots sont importants, en fait. Et la façon dont on les donne aussi. En fait, ça s'appelle la congruence. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes convaincu quand vous dites ces mots-là? Parce que votre corps vous parle, en fait. Le corps raconte, en fait, la même chose. Et donc, quand vous êtes congruent, le choix des mots, il est hyper important, en fait, parce que il vient avec votre corps et votre non-verbal, votre paraverbal, il vient appuyer, en fait, votre conviction. Et j'ai toujours aimé les mots quand j'étais plus jeune, la philo, le français. J'étais passionnée par tout ça, les poètes, enfin, j'adore la poésie, je trouve qu'il y a quelque chose de magique, en fait, un peu au-delà du temps, un peu spirituel. Donc, et quand on est coach, le choix des mots, c'est hyper important, parce que si vous reprenez pas les mots de la personne ou si vous faites pas attention, en fait, vous pouvez être à contre-courant, en fait. Et donc, les mots, l'écoute, ce qui se passe, c'est comme une danse pour moi, vous voyez. Et c'est aussi danser, mais il n'y a pas de psychopapouille avec moi. Je pense que vous l'avez bien compris. On est en mode objectif. On a compris que c'était clair, précis et droit au but. Exact. Vous avez raison, en tout cas. Vous avez vu ? Je sais pas. J'ai aimé, j'ai aimé un commentaire sur une appréciation que vous faites. C'est pas bien de ma part. Donc, vous avez envie dans quelques temps de mettre tout ça sur papier et concrétiser cette envie. Vous allez y aller. Ouais, faut y aller. C'est ça. En fait, je pense que j'irai là-dessus. Après, j'ai 34 ans, donc ça veut dire que ma vie professionnelle est quand même longue, potentiellement. Donc, on peut faire plusieurs tomes, Lucie, c'est pas très grave. Ouais, c'est ça, plusieurs tomes. Ouais, mais je pense que oui, c'est quelque chose. En plus, le premier partenaire qui m'a tendu la main dans l'événementiel, il m'en avait parlé un jour et je crois que je le ferai, ça, ouais. Écrire en fait
ce en quoi je crois, ce qui m'alimente en fait, ce qui fait sens pour moi. Et je vois bien en fait le retour des gens. Je vois en fait ce que ça fait. Et pour un chef d'entreprise, par exemple, c'est fondamental en fait d'être. Je parle toujours d'inspiration et je parle d'expiration aussi. Le nombre de fois où j'ai vu des personnes qui étaient inspirantes, mais on est incapable d'appliquer en fait ce qui nous inspire, c'est triste en fait, parce que du coup on se dit ah ouais mais lui en fait c'était un mec hors sol en fait et donc il est inspirant mais en fait on sera jamais comme lui. Et en fait ce que j'aime moi c'est de prendre cette inspiration justement, prendre ces outils et de dire en fait concrètement en fait qu'est-ce que toi tu peux faire en fait, quel lien tu fais avec ta vie, ta pratique, ton expertise, ton entreprise et comment en fait tu peux t'approprier les choses pour pouvoir les dépasser. Donc, moi je parle d'inspiration et surtout d'expiration parce qu'en fait il faut pouvoir les mettre en application. Et le coaching c'est ça aussi, c'est-à-dire dans les dirigeants je fais aussi des formules où je viens faire de la formation, donc de l'apport d'outils, de l'inspiration et après du coaching individuel ou d'équipe. Et là c'est de se dire en fait comment on change la pratique et surtout de façon durable en fait. Parce que il reste très peu de choses après les formations. Et après du coaching, ça permet vraiment de modéliser à l'intérieur de sa vie, de ses pratiques, pour en fait travailler le vivant, quoi. Et comment je modifie et j'ancre durablement un changement de pratique. Parce que c'est le plus compliqué, en fait. Et là, ce qu'on voit depuis un an, c'est que les entreprises, elles font des milliards de formations. Et en fait, les gens sont en saturation totale. Mais vraiment à saturation, genre encore une formation. Et donc, c'est bien le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on ne touche pas tout à fait les gens, en fait, en faisant ça. On les inspire, mais pour combien de temps et pour quel objectif en fait? Ils sont inspirés et ça semble inatteignable. Donc c'est bien le coaching, le sujet, c'est-à-dire face à face, comment on fait pour modifier demain et pour un chef d'entreprise, aujourd'hui c'est primordial, avec ses équipes, avec le changement, on parlait d'agilité, c'est un monde qui est tellement en mouvement. Il faut absolument se remettre en cause en permanence. Et donc, du coup, il y a aussi un côté, le changement, les gens ont tendance à freiner sur le changement. Et donc, c'est accompagner aussi une transformation, une transition. Et cette agilité permanente qui fatigue terriblement. Ce que je vois au quotidien, c'est que les gens sont très fatigués, épuisés en fait, parce qu'il n'y a pas de perspective, parce qu'il n'y a plus de joie, parce que voilà, il y a plein de sujets. Et donc, c'est de dire comment on remet de l'énergie, comment on remet de la perspective et de la motivation pour pouvoir transformer cette période qui est quand même difficile, quoi. En tout cas, vous nous avez donné pendant cette belle demi-heure beaucoup d'énergie, Lucie. Je vous remercie. On va conclure cette interview par ces quelques mots en vous remerciant d'une part de cette belle générosité. Vous avez fait preuve de perspicacité et puis également de générosité dans vos propos. On vous remercie. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Et puis j'espère à bientôt pour découvrir votre ouvrage. Quand vous voulez. Je vous invite tout de suite. Vous venez sur la radio RCA pour parler de votre ouvrage. À très bientôt. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Ça a été une belle demi-heure passée avec Lucie Léger aujourd'hui pour présenter le coaching. Une personne qui n'a pas d'une part sa langue dans sa poche et qui sait où elle va. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et découvrir également d'autres parcours d'entrepreneurs de la région. C'était Entreprendre. Portez-vous bien. Au revoir.